De la musique classique, juste parfaite. Si vous vous laissez porter par les musiques qu'on a choisies, vous partez à travers de belles découvertes. Toute la journée, écoutez Ici Musique Classique, une radio en direct exclusivement sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le mercredi 5 mars. Voici à la une. Ici Claude-Sophie Hannekens. Bonjour tout le monde. Bonjour collègues. Bonjour. Alors, l'ombre des États-Unis plane encore sur l'actualité du jour. Vincent Maisonneuve, le président américain, a prononcé un discours sur l'état de l'Union hier soir devant le Congrès américain, le premier grand discours de son deuxième mandat à la Maison-Blanche. Il est revenu sur ses réalisations depuis son relativement récent retour au pouvoir, en précisant que tous les bouleversements qu'il a déjà provoqués ne sont que le début. Exactement. Un discours, avouons-le, partisan. Rien pour calmer la division là, qui règne au Congrès américain. Un discours où il a été question des tarifs. Donald Trump a reconnu que l'imposition de tarifs allait perturber l'économie, allait perturber la vie de certains Américains, mais qu'il était à l'aise avec ça parce que ça allait durer pas très longtemps. Il faudra voir si les Américains sont d'accord avec leur président quand les prix et l'inflation repartiront à la hausse. Vous allez décortiquer tout ça pour nous dans quelques minutes. Avec plaisir. Et il y a Samir Rabayin, lui, qui sera avec nous pour, dans la dernière portion de l'émission. Il sera à nouveau question, justement, des tarifs douaniers américains, des conséquences, comment c'est perçu chez nous. Véronique, encore des températures douces aujourd'hui? Oui, vraiment. Ce matin, 1 degré à Montréal, ça varie, là, pas très élevé, entre moins 2 et 1 degré. C'est la fourchette sur le sud du Québec. Ce matin, moins 3 en Abitibi. Alors, quand même, on est avec cette perturbation-là qui est semi sur nos secteurs. Je dis semi parce qu'on a eu une première impulsion hier soir, un peu de neige, tout ça. Là, j'ai pas vu de verglas, moi, dans le secteur de Montréal. Un petit peu de grésil, peut-être très tôt ce matin. Il n'y a pas d'avertissement pour le Grand Montréal ni pour la région de l'Estrie. C'était pas glissant sur les routes, en tout cas, ce matin. C'était vraiment de l'eau. Mouillé un peu, c'est ça, exactement. L'avertissement de pluie est en vigueur pour les Laurentides, la Nodière, la région de Québec, où là, on ira peut-être chercher une trentaine de millimètres. Montréal, l'Estrie, on sera plus près de la vingtaine de millimètres. Et cette pluie-là va se réinstaller là, au cours de la matinée. Alors, ça recommence ce matin, ça se poursuivra une bonne partie de la journée de façon intermittente, puis ça va cesser sous forme de faible pluie bruine demain en cours de journée. D'ici là, on a des vents du nord-est d'une vingtaine de kilomètres à l'heure, donc c'est pas trop venteux. On devrait atteindre 5 degrés cet après-midi, jusqu'à 9 en Estrie, 2 à Québec. Évidemment, à Québec, c'est un peu de neige ce matin qui se changera éventuellement en pluie là, en cours de journée, ce qui fait que le risque de verglas, c'est plutôt en début d'après-midi pour la région de Québec, alors que l'Outaouais, Montréal, Laurentides, c'est très, très tôt ce matin. Mais comme je vous dis, un épisode de verglas quand même assez mineur, même dans les régions où on pense qu'il y en aura un petit peu plus. Là, je pense au Saguenay, la Côte-Nord, la Gaspésie, peut-être 5 mm possible de ce côté-là, mais les températures douces ont vraiment pour effet d'amoindrir les effets de la pluie verglaçante. Alors, on sera sous la pluie essentiellement sur le sud du Québec, et puis jeudi soir, retour du temps plus froid. Ce sera venteux, moins 6, moins 8 degrés. Il y aura des flocons là-dedans. On sera autour du point de congélation vendredi sous un ciel plutôt nuageux. Donc, perturbation, oui, qui apporte de la neige. Pour l'Abitibi, toutefois, c'est vraiment de la neige, 20-25 cm là, pour les régions plus au nord. Donc, on est là-dedans aujourd'hui. 1 degré, c'est le maximum. Ce sera mêlé de pluie, même par endroits. Vers le Saguenay, le lac Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, bon, on a émis un avertissement de pluie verglaçante, mais disons que la neige s'installe ce matin, 5 cm environ. Ça pourrait se changer en un peu de pluie verglaçante en fin de journée et carrément pluie au cours de la nuit. Près de zéro, température à la hausse pour atteindre 5 ce soir. La Gaspésie, c'est sous un ciel couvert aujourd'hui. La neige commencera ce soir, 5 à 10 cm, avant la transition en verglas au cours de la nuit et en pluie demain matin. Pour ce qui est de la Côte-Nord, la neige commence ce soir, 10-15 cm, avertissement de tempête de ce côté-là. Il y aura de la poudrerie. Ça pourrait être mêlé d'un peu de verglas fin de nuit ou tôt demain matin. En territoire ontarien, c'est vraiment vers Sudbury où ça se passe. Les régions les plus au nord, on ira chercher une quinzaine de centimètres aujourd'hui. 5 plus au sud, de la pluie
également, 25 à 35 mm possible. 2 degrés dans le nord de l'Ontario. Vers Toronto, Windsor, Ottawa, averses, bruine, risque d'orage. Des températures positives. 13 à Windsor cet après-midi quand même, poussé par des vents du sud-ouest. Et dans l'ouest, c'est le calme plat, soit ensoleillé vers Edmonton, plus nuageux à Calgary, 2-3 degrés. Même chose sur le sud de la Saskatchewan. Les nuages sont présents, -2. Winnipeg, il fera beau autour de 0 et ça se dégagera cet après-midi à Vancouver. Une dizaine de degrés, c'est dans les normales. Parfait, ça. Merci beaucoup, Bonne Véronique. journée. Bonne journée. Au sport, Jean-François Paradis. D'abord, en basketball, LeBron James franchit le cap des 50 000 points en carrière. Oui, 50 000 points. Écoutez, il l'a fait de façon spectaculaire, à sa façon, bien entendu, parce qu'il avait arrêté le compteur à 49 999 points lors du dernier match contre les Clippers dimanche. Il aurait pu se forcer. Oui, à 1 point au basketball, on s'attendait à ce qu'il fasse donc cette fameuse marque, qu'il établisse cette fameuse marque dimanche. Ben alors, il s'est repris à un seul point. Donc, après 3 minutes de jeu avec un tir de 3 points, LeBron James a franchi cette barre mythique. Écoutez, il a 40 ans, il est le meneur pour des tas de statistiques dans l'NBA. Si on décortique ça au complet, on en a pour 15 minutes à discuter des exploits de LeBron James. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, parce que c'est un gros chiffre, 50 000 points, au deuxième rang, on retrouve Kareem Abdul-Jabbar, autre légende de la NBA, avec 44 149 points, et LeBron James est à 50 000 points. Michael Jordan est à 38 279 points. Ça vous donne une idée là, face à ces légendes, comment il domine. LeBron James, il faut dire qu'il a une très, très longue carrière. Il joue encore à 40 ans, toujours aussi bon, toujours aussi efficace. Il a été nommé le joueur par excellence de l'Ouest, de la section Ouest en février, en maintenant une moyenne de 29,3 points, ce qui est très, très, très bon dans la NBA. Donc, joue encore comme un jeune joueur. Joue avec une excellente formation également avec les Lakers de Los Angeles. Donc, qui sait quand est-ce que sa carrière va s'arrêter, mais il continue de dominer de façon éclatante LeBron James. Hockey féminin, la victoire de Montréal l'a emporté, heureusement, contre le Fleet du Minnesota. Oui, c'est évidemment, la victoire remporte la victoire. Il faut faire attention à ça, bien entendu. Mais c'est ça quand même. Donc, grâce à la gardienne de but, Anne-Renée Desbiens, qui est la meilleure du circuit, qui est vraiment très, très forte. Et encore une fois, elle a été excellente hier. Une victoire de 2-1 en tir de barrage. Elle a fait face à 36 rondelles en temps réglementaire, 4 autres en prolongation. Et finalement, c'est qui d'autre? Marie-Philippe Poulin qui a marqué le but gagnant en tir de barrage. Et c'est Laura Stacey, l'autre grande vedette offensive de la formation, qui a marqué le but de la victoire en temps réglementaire. Donc, c'était encore devant une bonne foule. C'était à la Place Belle hier soir, 8 923 spectateurs, la LPHF qui va très, très bien. On a d'ailleurs annoncé en fin de semaine qu'il y aurait probablement, on va probablement rajouter 2 formations l'an prochain. Déjà une expansion pour le circuit qui en a sa 2e année. Peut-être une équipe à Québec, c'est possible, mais on dit que Détroit... c'est ça, dans quelle ville? Oui, on n'est pas certain parce qu'il y a plusieurs villes où il y aurait de l'intérêt. On dit que Détroit possède une longueur d'avance, mais il y aurait probablement 2 formations. Mais peut-être éventuellement, évidemment, une équipe à Québec, ce serait intéressant dans ce circuit qui va très, très bien. Et donc, c'était le dernier match à domicile pour la victoire de Montréal avait un certain temps. À compter du jeudi, l'équipe montréalaise va entamer une séquence de 4 parties à l'étranger. On va commencer ce voyage par un duel à Toronto. Et du côté des hommes dans la Ligue nationale de hockey, Jake Evans poursuit sa carrière avec le Canadien de Montréal. Oui, vous savez, la date limite des échanges dans la Ligue nationale, c'est le 7 mars. Et on se demandait si Jake Evans, 28 ans, cadrait vraiment avec les plans d'avenir de la formation montréalaise. Oui, finalement, c'est le type de joueur que Martin Saint-Louis aime bien. Un joueur qui est excellent en défensive, énergique, concentré sur son travail. Donc, un excellent coéquipier, comme on dirait dans le jargon. Donc, il a signé un contrat de 4 ans avec l'équipe de Montréal. Un contrat de 4 ans pour un peu plus que 2,8 millions de dollars par année, ce qui est la bonne moyenne dans la Ligue nationale de hockey. Évidemment, c'est beaucoup d'argent pour vous et moi et pour d'autres, mais dans la Ligue nationale de hockey, c'est presque une aubaine de mettre la main sur un joueur comme Jake Evans, là, qui est un joueur qui excelle en défensive à ce salaire. Donc, il va poursuivre sa carrière avec le Canadien de Montréal qui va jouer son prochain match jeudi contre les Oilers à Edmonton. Et au tennis à Indian Wells, les qualifications, c'est terminé pour les Canadiens. Oui, c'est ça. Donc, le tournoi principal, le tableau principal commence aujourd'hui. On avait 2 Canadiens en qualification, Gabriel Diallo et Alexis Galarneau, qui sont finalement inclinés au dernier tour des qualifications. Le premier tour, c'est aujourd'hui. Les Canadiens, Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime et Leilani Fernandez sont du tableau principal, mais vont commencer leur tournoi un peu plus tard. Merci Jean-François. Merci. À demain.
Donald Trump s'est adressé aux Américains devant le Congrès hier soir, quelques heures après avoir déclenché une guerre commerciale contre ses plus grands partenaires économiques et alliés, le Canada et le Mexique, en plus de la Chine. Un discours devant un Congrès divisé plus que jamais sous les acclamations et aussi les huées. Vincent, la tension est palpable. Il y a même un élu démocrate qui a été expulsé. Exactement. Le ton, Claude-Sophie, était vraiment à la partisanerie. Donald Trump donnait l'impression, dans les premières minutes, à tout le moins, d'être toujours en campagne électorale, hein, et en abordant les thèmes qu'il aime, en accusant les démocrates d'être responsables de l'inflation, responsables de l'entrée massive de migrants ou plus particulièrement de dangereux criminels aux États-Unis. Nous y reviendrons. Donald Trump qui voulait aussi souligner l'importance de sa victoire aux dernières élections, moment où les applaudissements des républicains se sont mêlés aux huées des démocrates. Le représentant démocrate du Texas, Al Green, qui, avec sa canne dans la main, se restait debout comme pour défier le président. Je ne suis pas un expert pour lire sur les lèvres, mais Al Green semblait exprimer un certain mépris, on va dire ça comme ça, à l'endroit du président Trump. On va écouter cet extrait qui vous fait revivre l'ambiance de ce moment. We won the popular vote by big numbers and won counties in our country. Donc, le président qui se vante d'avoir remporté le vote populaire et entre en scène les huées, et puis les républicains, comme pour taire ces huées, se mettent à scander le nom de leur pays pendant que les démocrates agitent des petites pancartes là, qu'on voit parfois dans les encans, là, avec des petites pancartes sur lesquelles on pouvait lire le mot mensonge ou Musk nous vole, là, pour faire référence au travail que fait Elon Musk. Bref, une autre belle démonstration de la division là, qui règne au Congrès américain. Et vous le disiez, Donald Trump a abordé les mêmes thèmes que pendant la campagne électorale, soit l'inflation et l'immigration. Et comme durant la campagne électorale, le président a accusé son prédécesseur Joe Biden d'être le grand responsable de tous les maux de l'Amérique. Joe Biden especially let the price of eggs get out of control. L'augmentation du prix des œufs est hors de contrôle et c'est de la faute de Joe Biden. L'immigration, la faute de Joe Biden. Donald Trump a une fois de plus promis la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis. Sinon, il a invité les habitants du Groenland à se joindre aux États-Unis parce que de toute manière, le Groenland va finir par appartenir aux États-Unis. Il s'est félicité d'avoir interdit les trans dans les compétitions sportives féminines, d'avoir mis fin aux politiques de diversité du gouvernement fédéral américain. Il a applaudi Elon Musk pour son grand ménage dans la fonction publique, dans les finances publiques plutôt. Il a demandé à son responsable de la santé, Robert Kennedy Jr., de se pencher sur la situation de l'autisme aux États-Unis. Bref, il a tenu à féliciter tous les membres de son cabinet. Il a parlé d'un de ses mots préférés, bien sûr, un de ses mots préférés dans le dictionnaire, les tarifs. The tariffs are not just about protecting American jobs. Les tarifs servent à protéger des emplois aux États-Unis, mais les tarifs vont même permettre à l'Amérique de retrouver son âme, rien de moins. Mais Donald Trump admet que les tarifs vont aussi faire mal. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. It won't be much. No, you're not. Oh. Donc, les tarifs vont entraîner certaines perturbations, mais nous sommes à l'aise avec ça. C'est loin d'être certain si les Américains qui seront eux aussi à l'aise avec l'augmentation des prix, comme l'a par exemple prédit le grand patron de la chaîne Target. Bref, le président nous avait promis un grand discours, un grand événement hier soir. Il a plutôt servi un plat plutôt réchauffé des restants de discours de campagne électorale. Merci Vincent. Je vous en prie. Et on revient sur les tarifs américains, cette fois avec Gabriel Lemarquand-Perrault qui nous attend à Ottawa. Bonjour Gabriel. Bonjour Claude-Sophie. Alors, il y a des journalistes qui se sont rendus aux États-Unis pour tâter le pouls des Américains
Plusieurs journalistes, c'est le cas notamment du Journal de Montréal qui s'est rendu à Plattsburgh dans l'État de New York. Des Américains sont embarrassés de leur président car ils craignent de voir les nouveaux tarifs contre le Canada faire mal à leur portefeuille. Le Journal de Québécois consacre 11 pages ce matin aux tarifs. J'aimerais m'excuser à tous les Canadiens. C'est ce que lance d'entrée de jeu Greg Lester en serrant la main aux représentants du Journal de Montréal. Dans le journal aussi, lisez ce matin la chronique de José Legault. Chez Donald Trump, il y a quelque chose de gravement fêlé face aux alliés des États-Unis qu'il traite en ennemis. Son but est de les humilier, de les insulter et les appauvrir. Son obsession sur les tarifs douaniers vise en effet à faire souffrir les pays qu'il cible. Sinon, Le Devoir s'est aussi rendu dans l'État de New York ce matin. Un texte publié à la une du quotidien. L'État de New York oscille plutôt entre le déni et l'inquiétude, écrit la journaliste à Massena et à Malone dans l'État de New York. Si certains s'excusent de voir leur gouvernement mettre à mal cette relation d'amitié de longue date, d'autres continuent de croire que la stratégie du président Donald Trump peut rapporter à long terme. Alors voilà. Et puis la presse... Elle nous parle ce matin d'une bibliothèque à la frontière du Québec. Un malaise dans cette bibliothèque qui est située à Stansted, en Estrie. La bibliothèque Haskell, dans le village de Stansted, qui est située à cheval sur la frontière entre le Québec et le Vermont, semble être dans la ligne de mire des autorités américaines. Lors d'une récente visite inopinée, la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis y a même provoqué un malaise en blaguant à propos du 51e État en franchissant la ligne symbolique tracée par terre, ligne qui est située entre deux rangées de livres pour enfants. Information d'abord rapportée par le Boston Globe, dont nous apprend la presse ce matin. D'ailleurs, le Boston Globe, ce matin, lui, titre « Trump a eu son heure de gloire » en revenant justement sur son discours hier face au Congrès américain. Et je termine avec cette une évocatrice ce matin du Globe and Mail, une page complètement blanche avec 3 mots écrits « Strong and Free » pour « fort et libre ». Politique fédérale maintenant, un nouveau sondage montre que les conservateurs de Pierre Poilievre reprennent du galon. Et c'est un sondage qui est publié ce matin dans les pages du National Post, un sondage léger post-média qui révèle que les conservateurs ont retrouvé une avance sur les libéraux de Justin Trudeau après avoir vu les sondages se resserrer au cours des dernières semaines qui ont suivi la démission du premier ministre. Un sondage qui montre que les conservateurs ont rebondi à 43 % d'appui en hausse de 5 points de pourcentage par rapport au dernier sondage léger. Les libéraux, eux, ont glissé à 30 %, une baisse de 5 points de pourcentage. Le NPD, lui, a perdu 1 point au cours de ce sondage et se situe maintenant à 13 %. Donc, un sondage léger réalisé en ligne auprès de 1548 Canadiens entre le 28 février et le 2 mars. Mais un autre sondage a attiré mon attention, Claude Sophie, et cette fois, c'est dans le Toronto Star. Sondage, je vous dirais, à l'opposé du sondage léger dont je viens de vous parler. C'est un sondage Polara Strategic Insights pour le Toronto Star, dans un sondage en ligne publié aujourd'hui. En fait, on révèle que 34 % des répondants sont plus enclins à voter pour les libéraux au pouvoir à la mi-février qu'à la fin de l'année dernière. Et lorsqu'on leur demande pourquoi, eh bien, 55 % des répondants disent qu'ils se sentent moins à l'aise avec Pierre Poilievre. Alors, c'est un sondage publié ce matin dans les pages du National Post, sondage réalisé en ligne auprès de 1506 adultes entre le 12 et le 24 février. Et finalement, en ce qui concerne le fiasco SACLIC, une entente confidentielle en 2020 exposait déjà la dérive. C'est dans le Journal de Montréal ce matin. Exactement. Ça allait tellement mal dans SACLIC dès 2020 que Québec a dû payer confidentiellement, 130 millions de dollars de plus à ses consultants privés après avoir appelé en renfort un juge à la retraite. Donc, c'est ce que révèle ce matin le Journal de Montréal. Donc, la SAAQ a eu recours à un processus de médiation exceptionnel en 2020 en raison de tensions avec la firme responsable d'implanter SACLIC. Il y a aussi un éditorial à lire ce matin, celui de Louise Maud Rioux-Soucy dans les pages du Devoir. Rarement a-t-on vu un gouvernement céder aussi vite à la nécessité de sortir le bazooka pour faire la lumière sur les ratés d'un projet comme SACLIC. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée à demain. Bonne journée.
Guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. On en parle avec Sami Robaïne. Sami, il y a eu évidemment de nombreuses réactions dans la sphère politique. Voilà, vous connaissez cet adage, à chaque action provoque une réaction. Le Canada a déjà riposté avec des contre-tarifs à la hauteur de ceux imposés par Washington. Des provinces ont pris des mesures de riposte aussi, comme le Manitoba et la Colombie-Britannique, par exemple, qui se sont attaqués à certains alcools américains. Des premiers ministres provinciaux se sont fait entendre. Doug Ford en Ontario, par exemple, indique qu'il envisage des représailles sur le plan énergétique. François Legault prévient les Québécois qu'il y aura des moments de grande difficulté. Alors, l'administration américaine continue son offensive. Elle maintient et persiste. D'ailleurs, Vincent vous en a peut-être un peu parlé un peu plus tôt. On a d'ailleurs l'impression qu'on se trouve dans une sorte de spirale parce que Donald Trump a déjà indiqué son intention d'imposer de nouveaux tarifs réciproques le 2 avril prochain. Mais selon le gouvernement fédéral, la réponse canadienne se veut mesurée. Je vous invite à entendre le ministre des Finances, Dominique Leblanc. On va faire qu'est-ce qu'on a dit. On va commencer avec 30 milliards de dollars d'importation. On va se rendre à 125 milliards de dollars supplémentaires dans 3 semaines. Si les provinces décident dans leur juridiction de prendre d'autres mesures non tarifaires, ils seront responsables pour ça. Alors Dominique Leblanc mise sur la patience. Il dit par ailleurs que les canaux de communication avec la Maison-Blanche sont toujours présents. Il dit être en communication régulière avec le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick. Howard Lutnick qui a même évoqué la possibilité d'une entente à mi-chemin avec le Canada et le Mexique dès aujourd'hui. Le voici. And the president's listening because you know he's very, very fair and very reasonable. It's not going to be a pause. Alors, il dit que le président Trump se veut juste, qu'il n'y aura pas de pause, non, au tarif douanier, mais qu'il y a moyen d'une solution à mi-chemin. Par ailleurs, il y a aussi l'ancien premier ministre Jean Charest qui a réagi hier soir à cette journée importante. C'était sur le plateau de Patrice Roy. On l'écoute. Notre défi à nous est de finir à un endroit où on pourra avoir accès au marché américain. Parce qu'il faut protéger notre capacité d'attirer des investissements au Canada pour avoir accès au marché américain. Et si on le perd, bien là, on a un problème. Au-delà de ça, cependant, c'est vraiment une occasion pour nous au Canada de refaire notre pays puis de repenser notre pays. Alors Jean Charest qui parle de repenser notre pays sur le plan économique, sur le plan du fédéralisme et notre position dans le monde. Ça, ce sont ses mots. Il y a aussi les marchés financiers qui ont réagi hier, Claude Sophie. La bourse de Toronto a reculé de 1,72%, le Dow Jones de 1,55% et avec une chute de 1,22%, le S&P 500 a effacé tous les gains faits depuis le début de l'année. Et est-ce que les choses vont encore bouger aujourd'hui? Oui, selon une source gouvernementale, oui, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu'il espérait s'entretenir avec le président américain Donald Trump. La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly s'entretiendra avec le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. Et d'autres réponses des provinces se feront connaître, comme celle de l'Alberta. La première ministre Danielle Smith se prononcera sur ces tarifs un peu plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup, Sami. Au plaisir. Alors, on conclut cette émission avec ce qu'il y a à surveiller aujourd'hui, bien sûr, suivi de ce discours de Donald Trump devant le Congrès hier soir, suivi du plan des pays arabes pour reconstruire la bande de Gaza et le retour de l'autorité palestinienne. L'Institut de la Conférence des associations de la défense organise la 93e conférence annuelle d'Ottawa sur la sécurité et la défense, est en coopération avec l'OTAN et le ministère de la Défense nationale. C'était À la Une. Bonne journée.